adopté avec notamment 63 voix pour, 11 contre et 0 abstention. Pour le projet de loi portant définition et répression de l'usure, 62 voix pour, 3 contre et 8 abstentions. Pour le projet relatif au taux d'intérêt légal et enfin 115 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention pour le dernier projet portant création du CFTTR. Un résultat qui réjouit le ministre délégué au budget. Les honorables députés parlementaires ont mis à la disposition du Niger, de la communauté d'ailleurs de l'UMOA, des outils économiques et financiers qui sont extrêmement importants parce que le taux de l'ISIR a été abaissé dans cette loi qui vient d'être adoptée de 18 à 15% au niveau bancaire et de 27 à 24% au niveau des systèmes financiers décentralisés. De ce point de vue, ça permettra par exemple de réduire le coût au niveau par exemple des prêts, au niveau des institutions bancaires et ceci est extrêmement important pour l'épanouissement au moins et la généralisation de la valeur ajoutée au niveau économique et financier et on ne peut que s'en réjouir. Pour les députés de la majorité, l'adoption de ces projets de loi témoigne de l'intérêt qu'ils accordent aux préoccupations des populations. Nous venons de les adopter. Mon sentiment, c'est que nous venons là de poser un acte protecteur des citoyens, toutes catégories confondues, puisque vous n'êtes pas sans savoir quand même qu'il y a certains citoyens, j'allais dire bien nantis, qui donnent des prêts à d'autres moins nantis et souvent à des taux exorbitants. Donc ils profitent de leur situation de pauvreté, de faiblesse, en tout cas pour leur imposer un certain taux à tout point de vue exagéré. Et donc à travers ces deux textes-là, non seulement nous avons prévu des sanctions à l'encontre de ces usuriers-là, mais également nous avons précisé le taux qu'il ne faille pas dépasser dans tous les cas de ce genre de convention. Quant aux députés de l'opposition, ils expliquent les raisons de leur choix. Et nous avons estimé au niveau de l'opposition que l'usure est une notion qui est déjà réprimée par notre religion. En tant que telle, aucune loi ne peut la légaliser, quelle qu'en soit la forme. Et c'est pour cette raison que nous avons rejeté ce projet de loi. Nous avons voté contre ce projet de loi. Le deuxième texte est relatif à l'intérêt légal. À ce niveau, nous nous sommes abstenus par insuffisance d'informations en ce qui concerne les contours liés à ces textes et à toutes les informations qui nous permettraient de prendre une position objective par rapport au texte que nous votons. N'ayant pas donc suffisamment d'informations, nous avons préféré nous abstenir, pas nous opposer à l'adoption du texte, mais nous abstenir jusqu'à ce que nous ayons suffisamment d'éléments nous permettant de prendre position objectivement. La plénière se poursuivra demain avec comme ordre du jour l'examen et l'adoption de deux projets de loi portant transposition de la loi uniforme relative au traitement des comptes dormants dans les livres des organismes financiers de l'IMOA et le projet de loi complétant le règlement portant harmonisation des règles régissant le contrôle de qualité, la certification et la commercialisation des semences végétales et plants de l'espace CEDEAO. Puis je vous le disais, ouverture ce matin au Palais des Congrès de Niamey des travaux de la réunion annuelle des cadres du plan au titre de l'année 2014. Objectif de cette réunion, réfléchir sur les perspectives pour l'atteinte d'un développement socio-économique durable. D'autres précisions avec Omar Hama et Issa Hassan. La relance de la planification dans un contexte de décentralisation, enjeux, défis et perspectives, c'est le thème retenu pour les travaux de la réunion annuelle des cadres du ministère du Plan, de l'Aménagement du Territoire et du Développement communautaire au titre de l'année 2014. Cette rencontre a vu la participation de plusieurs anciens ministres du Plan, des cadres et partenaires au développement en vue d'analyser les difficultés liées au développement socio-économique du pays. Après ces 2 décennies d'interruption, l'État du Niger a marqué ainsi sa volonté politique de mettre l'accent en matière de gouvernance sur la prospective
sur la coordination des programmes de développement et sur la préservation des équilibres inter- et intra-régionaux, sectoriels, financiers et des équilibres extérieurs. Cette démarche s'inscrit dans une perspective de production de résultats et d'impact positif sur le bien-être du peuple nigérien, sur l'économie du pays, sur la sécurité alimentaire, sur l'amélioration de l'accès de la population aux services sociaux de base, sur l'accès des jeunes à un emploi décent. À cet égard, la création d'un ministère du Plan procède d'un choix politique de son Excellence M. Issifou Mahamadou, président de la République du Niger, destiné à mettre en œuvre de manière efficiente sa vision pour le Niger, à travers notamment la relance du processus de planification comme outil de gestion du développement. Il s'agit au cours de ce travaux de cette réunion de mettre en place un cadre cohérent en matière de développement communautaire. Le ministre a ainsi rappelé que d'importants défis restent à relever. En effet, d'importants défis restent à relever. Les principaux portent sur les aspects suivants. Réviser les plans d'action prioritaires du PDS pour prendre en compte le nouveau contexte et l'adoption d'un plan d'accélération globale, accélérer l'élaboration ou la révision des politiques sectorielles en lien avec le PDS, accélérer le processus de préparation des projets et programmes dans le cadre de la stratégie régionale sécurité-développement du G5 du Sahel, appuyer les ministères sectoriels à élaborer des dossiers de programmes structurants, renforcer la coordination interministérielle dans la mise en œuvre des activités du PDS et le suivi de gestion des finances publiques. Enfin, renforcer les capacités des directions économiques et des directions sectorielles et des services techniques des ministères sectoriels en outil de collecte, de traitement des données assorti d'un canevas unique de collecte de données. Mettre en place aussi un système d'information fiable pour la gestion de l'aide et de l'analyse budgétaire, améliorer les réformes pour l'amélioration de l'environnement des affaires, élaborer les plans de développement régionaux, élaborer des programmes ambitieux en matière de population en vue de la maîtrise de la croissance démographique, enfin étudier et réaliser l'étude prospective Niger 2035 et réviser le plan de développement économique et social. 3 jours durant, les participants feront des propositions approfondies afin d'analyser les difficultés dans les différents secteurs, notamment les secteurs socio-économiques, et tracer des perspectives pour le futur. Autre fait de l'actualité, poursuite des 2e assises de la coopération décentralisée franco-nigérienne édition 2014 dans l'auditorium Sani Bako du ministère des Affaires étrangères. La 3e journée de ces travaux a été marquée par une table ronde sur la thématique eau et assainissement. D'autres précisions avec nos reporters Al-Mokhtar Kani et Ibrahim. L'accès à l'eau potable et à l'assainissement est un enjeu fort de développement au Niger. C'est cet aspect qui a été débattu à cette table ronde tenue à l'occasion de la 3e journée des assises de la coopération décentralisée franco-nigérienne. L'assistance a eu droit à plusieurs exposés présentés qui ont fait ressortir de véritables problèmes d'accès à l'eau potable. Dans la commune rurale d'Engal, nous avons un sérieux problème d'eau. Il y a la profondeur des puits, des points d'eau. Les puits pastoraux sont très profonds. Et il est extrêmement difficile de puiser de l'eau dans ces puits-là, surtout pendant la période de soudure, c'est-à-dire du mois de mars au mois à fin juin, début juillet, pendant la période sèche, quoi. Là, il est extrêmement difficile d'avoir de l'eau à boire, et pour les hommes et pour les animaux dans la. Nous sommes en 2015. Entre Zender et Mire, c'est 20 km. Sur la route et sur les 20 km, vous allez trouver plus de 15 villages. Aujourd'hui, qui boivent l'eau de mar pendant la saison des pluies. Si vous regardez la route un peu, attention, vous allez voir à chaque coin, il y a des trous qu'on fait et il y a de l'eau, c'est là les gens qui boivent. Sur la route Zender, Mire, je vous dis 20 km. Et après la saison des pluies, ces gens-là, ils font 15-20 km pour chercher de l'eau. Aujourd'hui, en 2015, je vous parle. Donc le problème de la résolution de l'eau du Niger, il faut que l'État fait
fait le maximum. Si je prends ma commune aujourd'hui, cette année, il y a l'État a fini, il y a le projet sectoriel d'eau, le PASEA phase 2. Aujourd'hui, ils sont en train de faire des efforts importants dans le département de Méré, particulièrement dans ma commune. À tous ces problèmes d'accès à l'eau potable, le chef de file du Conseil général de Val-de-Marne, également partenaire de la ville de Zender, n'a pas manqué de faire des propositions de solutions. On vient de voir il y a 5 minutes l'intercommunalité, comment les communes peuvent s'associer pour avoir des services publics plus forts et pour pouvoir vérifier, entretenir le matériel qui a été investi par les coopérations décentralisées. On a aussi des coopérations qui se font directement partenaires techniques français vers partenaires techniques nigériens pour renforcer les capacités. Il y a bien sûr de l'argent à amener, donc on va recevoir les partenaires financiers en fin de table ronde pour montrer comment ils peuvent financer ce genre de projet. Au sortir de cette table ronde sont attendus des résultats, dont entre autres la connaissance du contexte social et les orientations actuelles du gouvernement en matière d'accès à l'eau potable et à l'assainissement. Identifier les enjeux et moyens pour accompagner la décentralisation de la gestion des services d'eau et d'assainissement. Puis Ecobank Niger a procédé hier après-midi à l'inauguration de son nouveau siège et à la commémoration de ses 15 ans d'existence au Niger, présidée par le Premier ministre Brigitte Girafini. Cette cérémonie vise à offrir de meilleurs services à la clientèle. Le point avec Halima Touabou et Soumaïla Gandhi. Cette cérémonie, organisée par la banque panafricaine Ecobank, revêt un double objectif. Il s'agit de la commémoration de ses 15 ans d'existence au Niger, couplée à l'inauguration de son tout nouveau siège. C'est ce bâtiment flambant neuf, dont le coût de construction est estimé à 1,5 milliard de francs CFA, qui servira dorénavant de siège social pour la panafricaine des banques au Niger. Ce bâtiment, nous l'avons voulu intégrer à la dynamique qu'insufflent les autorités de la 7e République, avec à leur tête son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République du Niger, chef de l'État, dans l'embellissement et la modernisation de la capitale autour de l'initiative Niamey-Niala, Niamey-la-Coquette. La Banque panafricaine a ouvert ses portes au Niger le 16 juillet 1999, devenant ainsi la 10e filiale du groupe et la 6e banque au Niger. Elle compte à ce jour 11 filiales. Fidèle à notre mission d'inclusion financière et de bancarisation de nos populations, Ecobank Niger n'a pas concentré ses activités à Niamey seulement. Ecobank Niger opère à travers 15 agences sur l'ensemble du territoire national, dont 9 à Niamey et 6 à l'intérieur du pays, à Agadez, à Tawa, à Koni, à Maradi, à Tessawa et à Zender. Ecobank Niger continuera résolument sa politique de couverture du territoire avec la mise en service très prochaine de 5 nouvelles agences à Tillabéri, à Dosso, à Difa, à Arlit, et nous rajouterons une agence à Niamey au nouveau marché. Vient ensuite le moment solennel qui est la coupure du ruban effectuée par le Premier ministre Brigitte Girafini. Le chef du gouvernement, invité d'honneur de cette cérémonie, accompagné par le ministre délégué au budget, a ainsi inauguré le tout nouveau siège de la Banque panafricaine. Reconnu pour sa compétence, sa probité et ses capacités à mieux satisfaire le client, le directeur général d'Ecobank Niger s'est vu distingué au grade de chevalier d'ordre de mérite du Niger. Ce dernier n'a pas manqué de revenir sur les perspectives envisagées par son institution. Tout ce que nous faisons pour soutenir les actions citoyennes dans ce pays à travers l'éducation nationale, la santé. Ainsi, vous avez suivi dans le cadre de la célébration de nos 15 ans la réception du mur de clôture de l'école Bassora pour une valeur de 35 millions de francs CFA. Demain, nous irons à la grande maternité et centrale Isaka Gazobi pour également faire un don de valeur significative pour pouvoir soutenir les femmes qui sont dans des situations de détresse. Depuis son implantation au Niger, Ecobank a toujours participé au financement de tous les secteurs économiques et sociaux du pays. Forte de ses 257 agents dévoués et rompus à la tâche, elle compte poursuivre ses actions au nombre desquelles assistance aux sinistrés victimes d'inondations,
les différents dons au profit des centres de santé et les multiples actions en faveur de l'école nigérienne, entre autres. Et puis dans le cadre de la célébration de la journée mondiale du lavage des mains, le ministre l'hydraulique, en collaboration avec celui de la santé et celui de la population, a initié ce matin à Séno, à la rive droite, une séance de sensibilisation des populations sur le lavage des mains. Objectif, promouvoir les bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement. Le point avec Mariam Osmana, Boubacar et Maran Meiga. C'est le site de Séno dans l'arrondissement communal Niamey 5 qui a abrité le lancement des activités marquant la célébration de la journée mondiale du lavage des mains, placée cette année sous le thème choisir le lavage des mains au savon, c'est choisir la santé. Le maire de l'arrondissement communal Niamey 5 et le gouverneur de la région de Niamey, prenant part à cette cérémonie, ont souligné toute l'importance que revêt ce geste si simple et facile qu'est le lavage des mains au savon. Le représentant de l'OMS, pour sa part, s'est largement étalé sur la nécessité de se laver les mains pour prévenir plusieurs maladies. Le lavage des mains au savon permet de prévenir les infections et de sauver des vies. Le message avec de l'eau propre des dispositifs de lavage des mains avec du savon sont mis en place par l'observance stricte de ces mesures de prévention que nous pouvons empêcher Ebola d'entrer au Niger. Le combat est une affaire de tous. Lavons-nous régulièrement les mains de l'eau propre et du savon pour barrer à Ebola et aux autres maladies. Avant de terminer mon propos, je voudrais réitérer ici l'engagement de mon organisation et des autres partenaires dans ces efforts pour l'amélioration de la santé de cette vaillante population. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, principal organisateur de cette cérémonie, a souligné l'intérêt qu'accordent les autorités actuelles pour la promotion des meilleures pratiques d'hygiène et assainissement, surtout dans ce contexte caractérisé par les ravages de l'épidémie de la maladie à virus Ebola. C'est donc à juste titre que le gouvernement de placer les manifestations de la présente édition de la journée de lavage des mains au savon sous le thème de la sensibilisation aux mesures préventives contre la transmission de cette redoutable maladie. Pour atteindre les objectifs, tous les acteurs dans le domaine doivent travailler en synergie tant au niveau central, au niveau régional et local. Mesdames et messieurs, nous ne nous laisserons jamais de répéter, car la répétition est ici pédagogique, qu'il ne s'agit pas simplement du réflexe de se laver les mains. On a suivi la remise des kits de lavage des mains au ministre de l'Hydraulique et celle de la population, des kits qui seront destinés aux CSI et établissements scolaires. Une séance de démonstration de lavage des mains par les ministres présents et des spectacles de sensibilisation sur le lavage des mains au savon ont mis fin à cette cérémonie. Voilà, veuillez nous excuser pour la qualité sonore de cet élément. Cela dit, le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable a procédé à la remise d'un certificat de conformité environnementale à la compagnie de transport aérien Niger Airlines. Un certificat qui vient ainsi honorer cette compagnie. On fait le point avec Omar Hama. Je vous présente toute la félicitations. Cette poignée de main entre le directeur général de la compagnie de transport aérien Niger Airlines et le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable marque la cérémonie officielle de remise des certificats de conformité environnementale à la compagnie Niger Airlines. Un certificat délivré par le ministre de l'Environnement qui a saisi cette occasion pour interpeller les responsables de la compagnie Niger Airlines à prendre toutes les mesures pour protéger l'environnement. Vous êtes tenu, en tant que promoteur du dit projet, de prendre toutes les dispositions nécessaires
pour mettre en œuvre les mesures contenues dans le plan de gestion environnementale et sociale. Ceci constitue votre cahier de charges environnementales. Son exécution est non seulement une obligation légale, mais aussi déterminante pour assurer la durabilité de votre projet. Au regard de tout ce qui précède, je vous délivre le présent certificat de conformité environnementale et sociale pour servir et valoir ce que de droit. Très ému, le directeur de la compagnie de transport aérien Niger Airlines a expliqué la nécessité de ce certificat pour sa compagnie. C'est vraiment un sentiment de joie et de satisfaction qui nous anime aujourd'hui après avoir reçu la certification aux études d'impact environnemental. Notre compagnie aérienne, dès le départ, a affiché son intention d'être une compagnie aérienne crédible. Donc c'est pour cela que nous avons pris notre temps pour respecter tout le processus. Ça nous a pris quand même plus de 6 mois, mais nous avons tenu quand même à respecter tout ce processus-là pour être certifiés. Aujourd'hui, nous sommes certifiés par le ministre de l'Environnement. Honnêtement, nous remercions Dieu, nous remercions le ministre lui-même et ses collaborateurs qui ont eu confiance en notre compagnie. Cette compagnie de transport aérien a été créée dans le but de faciliter les échanges économiques et autres voyages d'affaires dans toutes les régions du Niger. Elle envisage d'étendre bientôt ses activités en reliant les régions du Niger aux autres pays. Les militants du MNSD Nassara El Albadi Abouba de la commune urbaine de Tillabéri ont procédé mercredi dernier à l'installation du premier bureau du comité de base du MNSD Nassara du quartier Zongo, une cérémonie à laquelle a pris part le président de la coordination départementale de Tillabéri. Nous reviendrons sur cet élément au cours de nos prochaines éditions d'information. Cela dit, installation officielle ce matin du comité national chargé de l'organisation de la 2e édition du Salon de l'agriculture, de l'hydraulique, de l'environnement et de l'élevage Sahel du Niger. Une cérémonie présidée par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture. Le compte-rendu est signé Seni Mekido Gébril et Jamil Oumou. Après le succès éclatant de la première édition du Salon de l'agriculture, de l'hydraulique, de l'environnement et de l'élevage Sahel du Niger, tenu au mois de mars dernier, le réseau national des chambres d'agriculture RECA et le gouvernement nigérien ambitionnent de donner plus d'éclat à la 2e édition. Le comité d'organisation de la 2e édition, qui sera mis en place à l'issue de cette rencontre, aura plusieurs missions à accomplir. Le comité d'organisation dont j'ai l'honneur de procéder à l'installation ce matin aura entre autres mission de collecter toute la documentation nécessaire à l'organisation du salon, identifier les activités à conduire, élaborer le budget de la manifestation, informer et sensibiliser l'ensemble des producteurs organisés et individuels sur les tenants et aboutissants du salon, mobiliser auprès de toutes les bonnes volontés, État, partenaires techniques et financiers tiers, les ressources nécessaires à l'organisation du salon. Organiser la bonne tenue du salon en relation avec toutes les parties prenantes. Institué par le gouvernement du Niger pour se tenir au mois de février de chaque année, le Sahel du Niger permettra de faire découvrir au monde entier la richesse de l'agriculture nigérienne et l'ingéniosité des innovateurs nigériens. À présent, cette information, la présidente de l'ONG SOS Femmes et Enfants victimes de violences familiales s'est rendue hier à Paris pour la remise des prix du concours Women for Change initié par la Fondation Orange et le Women's Forum. À l'issue des votes, notre compatriote Madame Moussa Mariama remporte le prix qui récompense ainsi les femmes engagées pour les femmes en Afrique. Avec 22 000 voix, elle bat les candidats du Mali, de la RDC, du Cameroun et puis du Botswana. C'est donc pour la première fois qu'une femme nigérienne remporte ce prix. Écoutons à ce propos le secrétaire général de l'ONG SOS Femmes et Enfants victimes de violences familiales. En fait, un concours qui a été lancé par la Fondation Orange, donc en partenariat avec le Women's Forum.
Et ce prix-là avait sélectionné 5 femmes, donc issues de 5 pays africains, à savoir donc le Niger, le Mali, le Cameroun, la RDC et le Botswana. Donc voilà les 5 femmes qui ont été sélectionnées. Donc à l'issue d'un vote qui s'est étendu sur un mois, donc hier à Paris s'est déroulée donc la cérémonie qui devrait consacrer la lauréate gagnante. Et à l'issue donc de cela, il y avait eu 35 000 votes qui ont été faits entre ces 5 candidates-là. Et sur les 35 000 votes, la candidate nigérienne, donc à la personne de Mariama Moussa, a totalisé plus de 22 000 voix. Donc voilà ce qui a fait qu'elle a été consacrée lauréate de l'année 2014. Le deuxième prix était revenu à la candidate du RDC, donc du Congo démocratique, avec 3561 voix. C'est un sentiment vraiment de joie qui m'anime aujourd'hui. Donc je profite de cette occasion pour vraiment remercier tout le peuple nigérien parce que la victoire est d'abord nigérienne. Je remercie aussi tous les partenaires techniques et financiers donc, qui nous ont appuyés donc, dans cette noble tâche, mais aussi les médias donc, qui n'ont ménagé aucun effort vraiment pour rendre mondial cet événement et qui nous ont aussi accompagnés dans toute la démarche. Donc là vraiment, ce prix-là, on le dédie à tous ces beaux monde-là qui ont participé d'une façon ou d'une autre donc, à cette victoire. Et ce prix-là va nous permettre en fait de mettre en œuvre un projet qui nous est cher. C'était un projet de lutte contre le mariage précoce dans une localité du Niger. Donc vraiment avec l'obtention de ce prix, ça va vraiment nous permettre de mettre en œuvre ce projet. Donc au grand bonheur des filles nigériennes qui sont en train de se battre contre le mariage des enfants. Nos sincères félicitations à Madame Kabiru Mariama Moussa. Cela dit, le dernier vol devant acheminer les pèlerins de l'agence de pèlerinage et du Hajj et de la Umrah, Baba Maka, a atterri hier soir à l'aéroport international Diori Hamani de Niamey. Interrogés, les pèlerins de cette agence se disent satisfaits des conditions d'hébergement et d'organisation du Hajj. On fait le point avec Murtala Zouberou et Issa Hassan. La suite de ce journal, circuler sur la voie pavée du marché Ouadata, relève du parcours du combattant pour cause le stationnement anarchique des taxis communément appelés Bassoura, une situation qui n'arrange ni les usagers de la route ni les conducteurs de taxi. C'est un reportage de Al-Mokhtar Kainé et Jamil Oumour. Nous sommes sur le pavé du marché Ouadata, une voie sur laquelle cohabitent commerçants étalants, clients, passants et véhicules de transport urbain communément appelés Bassoura, situation qui crée du coup un embouteillage. Nous nous sommes intéressés à cet état de fait et sur l'activité menée sur la ligne de transport Bassoura. On a un problème là. Notre problème, c'est le problème de route. Quand on a acheté des amortisseurs neufs, ça ne fait pas même 2 jours. On gâte notre amortisseur. Les véhicules, les roulements, tout. Maintenant, quand tu travailles dans une semaine, tu vas aller au moins 2 fois garage. Ce que tu vas dépenser, ce que tu as gagné là, il faut que tu augmentes pour réparer ton véhicule. Donc, ce que nous veut, vraiment, on veut qu'on nous répare notre route. En règle avec, chaque fin du mois, on paie 3 000 par véhicule. Même si votre véhicule fait un an en panne, tu dois payer les 3 000. Et quand tu n'as pas payé ça, on te récupère ton numéro. Il faut qu'avant, quand tu as réparé ton véhicule, il faut que tu ailles chercher au niveau de mairie un autre numéro. Donc, l'État est en train de, mairie est en train de manger avec nous. Encore, on a un problème ici, le encombrement avec les gens là. Avant, on fait 2 lignes là ici. Ceux qui mènent les chaînes
aux véhicules là, ils viennent ici pour nous embêter. Donc on n'a pas de place pour serrer ici. Plusieurs fois. Avant-hier même, ils sont venus ici, ils ont mis... On était avec le gars là. On est venu, on lui a demandé pardon, qu'à nous excuser. On les a montré ici. Ce qui nous fait, on fait 2 lignes ici. Ils disent ça, ils vont arranger ça. Nous, on les attend. Ils n'ont pas venu encore. Tout comme les responsables de la ligne Bassora, ceux qui se rendent dans ce quartier se plaignent également de l'état des routes. harai kan fonda ga bonguyen gono kenan fonda ste to irgo bim fonda hansir se zam dinu fonda hanse moto noro sikada zam sonda hari kan moto nonguyen gono kigine kadai zongi hinko boda zam fonda mota da furo afo mota kadai di koygi solam ka harora nongo te bongu kenan fisi bidilla irgo bim fonda hansir se dinu fonda hanse dol mota ga dogon. En tout cas, après visite, nous avons relevé 2 problèmes majeurs. Primo, le manque d'espace approprié pour les taxis Bassora afin de mener à bien leurs activités. Et secondo, il manque véritablement de routes permettant de relier facilement Bassora au centre-ville. En attendant que les autorités compétentes se décident pour une action salvatrice, les habitants de Bassora et les riverains du pavé Ouadata doivent prendre leur mal en patience. Je l'annonçais tantôt, le dernier vol devant acheminer les pèlerins de l'agence de pèlerinage du Hajj et de la Umrah, Bab Maka, atterrit hier soir à l'aéroport international Djuri Hamani de Niamey. Interrogés, les pèlerins de cette agence se disent satisfaits des conditions d'hébergement et d'organisation du Hajj. Le compte-rendu est signé Mourtala Zouberou et Issa Hassan. Il était environ 21h quand le Boeing Flyness 9MXXA malaisien transportant les derniers pèlerins de l'agence de pèlerinage du Hajj et de la Umrah Bab Maka, inscrit au titre du Hajj 2014, atterrit à l'aéroport international Djuri Hamani de Niamey. Un vol qui achemine ainsi les derniers pèlerins de cette agence, d'où la satisfaction et le soulagement des encadreurs. wara kul kan koy makka yekka banin da lahiya ya dinga ay kursir se kala irma sabu irko se gina irma sabu irwane gwamnato se kan da kan badan irse kan nan goyote ya kine ya dinga vraiment irnir ko sabu groupe ba makka ay kul kan kwara koy bani sama yekka bani sama ikafu ikul parkta bani sama o kul karan hagi charan se matkan kin hajote da kan ay miskila kursi na hajora wal aran di kan hiyo kan kawo idan bi kulli salamin boren ko kuban dirse adinga irman ba hinka to nan di ir group ba makka adinga ir group ba makka bore ikulu ka kaban volo idudurte zabino ikulban woni wo complement de no kan ikanganda bi kulli salam charabanda adinga ba kulli se sodia so ikul ka kaban. Pour les pèlerins qui ont effectué les Hajj, tout s'est très bien déroulé. Ils affirment que les promesses faites ont été tenues par l'agence Bab Maka. Très sincèrement, à Bab Maka, les préparatifs et le déroulement du Hajj a été impeccable. Parce que tous les pèlerins, au même titre que moi, vraiment sont satisfaits de ce Hajj. La prestation de Bab Maka surtout. Il n'y a pas assez de plage. Bon, les problèmes, vous savez, ça ne manque jamais. Mais seulement, c'est surtout avec les veillards. Il faut vraiment à l'avenir qu'on prépare les vieux et surtout même ceux qui sont inscrits au Hajj, les candidats au Hajj doivent se préparer à des efforts physiques qui les attendent. C'est surtout cela. Et aussi vraiment ceux qui envoient leurs parents, il faut vraiment qu'ils les envoient avant que ça ne soit tard parce que les vieux souffrent beaucoup. C'est surtout cela le problème. L'agence de pèlerinage du Hajj et de la Umrah Bab Maka, grâce à son savoir-faire et son expertise, est devenue aujourd'hui une référence dans l'organisation du Hajj au Niger.
Le volet reportage de ce journal est consacré au manque d'entretien dont souffre le premier échangeur de Niamey, celui du boulevard Malibéro. En effet, l'échangeur du boulevard Malibéro semble être laissé aux oubliettes. C'est un constat qui est signé notre stagiaire Reïla Sami et puis Issa Hassan. Construit dans l'optique de rendre fluide la circulation routière dans la capitale, l'échangeur du boulevard Malibéro souffre du manque d'entretien. Pourtant, cet échangeur rentre dans le cadre du projet Niamey-Niala ou Niamey-la Coquette, un projet cher aux autorités de la 7e République. Cependant, force est de constater que, situé à seulement quelques mètres de la mairie de l'arrondissement communal Niamey 2, cet échangeur qui a coûté cher à l'État semble être laissé à lui-même. Quelques mois seulement après son inauguration, l'échangeur est déjà exposé à l'insalubrité et à plusieurs autres manquements. On constate des déchets plastiques un peu partout et même des graffitis au mur. Je ne sais pas ce qui fait ça, c'est les fonds, les moyens qui en manquent. Et je dirais tout à fait le contraire, parce que si on a les moyens d'en construire, je veux dire qu'on a aussi les moyens d'entretenir. Je ne sais pas où se situe le problème. Soit c'est un problème au niveau... Je veux accuser directement les municipalités, parce que c'est à la municipalité d'en prendre soin, parce que c'est à eux de prendre charge de tout ce qui concerne la saleté de sa commune. Par exemple ici on est à côté de l'échangeur, et je crois bien c'est juste à côté de la commune 2, mais qu'est-ce qui fait que la commune 2 est juste à côté de l'échangeur, et on voit qu'il n'y a nulle part de saleté que juste à côté de la commune 2. Qu'est-ce qui fait ça? Si l'État constate que les municipalités ne sont pas à mesure d'en prendre charge, de prendre charge soigneusement de la propriété de ces genres d'endroits comme celui-ci, pourquoi ne pas prendre en charge ça eux-mêmes, créer par exemple une institution chargée de rendre propre des villes comme Niamey? Je conçois mal le fait qu'on dit que notre capitale, la capitale du Niger, est très 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 sale. C'est vraiment mauvais à voir. C'est une démission de la part de la municipalité, parce que l'État a confié cette tâche aux municipalités. L'échangeur est un bien public, c'est dire qu'il appartient à tous. Le rendre insalubre ne profite à personne. L'idéal donc serait de prendre des dispositions pour garantir sa propriété et son entretien. Et puis un mot de sport pour clore ce journal. La Fédération nigérienne de volley a animé hier après-midi une conférence de presse. Celle-ci est relative à la présentation du bilan à mi-parcours des activités de l'année en cours de la dite fédération. Précision avec notre chroniqueur sportif, Damana Abdoulaye. Le bureau exécutif de la Fédération nigérienne de volleyball se contente de présenter les activités menées pendant l'année à l'Assemblée générale ordinaire. Désormais incluse dans les activités de la Fédération nigérienne de volleyball, la présentation du bilan à mi-parcours de la FENI Volley répond à un critère bien déterminé, celui d'une gestion transparente des activités menées conformément aux axes dégagés par l'Assemblée générale ordinaire. Une présentation de bilan qui revêt deux caractères. Je vais vous présenter mon exposé qui va avoir deux axes. Le premier, ce sont les activités réalisées, et le second, les activités à réaliser d'ici la fin de l'année. Les activités qui seront réalisées d'ici fin 2014, Inch'Allah. Du 29 octobre au 2 novembre, en Italie, il y aura la participation au 34e congrès ordinaire de la Fédération internationale de volleyball, FIVB. En novembre, il y aura l'organisation du premier championnat national de U16 filles et garçons de beach volleyball. Du 24 au 30 décembre, il y aura l'organisation de la 5e édition de la Ligue nationale de volleyball hommes et dames. 18 activités exécutées sur 21. Le bilan semble satisfaisant, bien qu'il soit parsemé d'embûches. Classés parmi les fédérations les plus actives et les plus subventionnées par le ministère de tutelle, les journalistes sportifs présents à cette conférence sont revenus sur les relations ministère-FENI Volley. Il ne peut pas exister un bas de fer entre nous, fédération, et notre ministère de tutelle. Il peut peut-être avoir un problème de communication, mais je suis sûr que ça ne vient pas de nous.
Donc, suite à ça, je pense que c'est assez clair. Que je vais passer à la seconde question qui concerne une information selon laquelle la FENI volée a été subventionnée à hauteur de 60 millions. C'est un chiffre quand même qui est assez exorbitant pour nous. Vous avez dû le constater dans le listing qu'on a fait des compétitions qu'on a eu organisées, des activités qu'on a faites. Les activités majeures qui ont été financées par le ministère de tutelle sont la participation, la préparation et la participation aux éliminatoires des mondiaux à Tunis. Je pense que je voudrais quand même revenir en arrière. Si on est arrivé à cette préparation, à cette qualification, il y a eu des choses qui se sont faites. On a d'abord participé aux éliminatoires, on s'est d'abord préparé pour participer aux éliminatoires de la phase sous-zonale au Nigeria, en 2 équipes hommes et dames. Ça n'a pas été appuyé par le ministère de tutelle. Après, il y a eu la préparation et la participation de notre équipe en Tunisie. Selon nous, le budget qui nous a été remis par la Direction générale des sports, c'est un budget qui s'élève à 41 649 800, mais qui regroupe plusieurs phases. Il y a la 3e phase de ce budget qui concerne un stage d'acclimatation en Algérie. Ce stage est chiffré à 11 016 800 francs. Vous le savez tous, vous êtes tous des journalistes sportifs. Quand l'équipe nationale bouge, ce n'est pas la FENI volée qui gère, ce n'est pas la fédération qui gère. Il y a un représentant du ministère qui accompagne l'équipe et qui gère les fonds. Quoi qu'on puisse dire, la Fédération nigérienne de volleyball mérite aujourd'hui respect et considération pour avoir honoré le Niger dans les compétitions continentales et mondiales. Un travail reconnu par la Confédération africaine de volleyball qui a décoré dans un passé récent le président Issouf Badar pour être la fédération la plus active en Afrique. Voilà, ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 13h pour une autre édition d'information, toujours sur la télévision Dunia, la télé. On continue. Au revoir.